Et il va se tuer en moto. Oui. Accident de moto. Donc là, évidemment... Ah là, le ciel me tombe sur la tête. Ouais. Je meurs avec lui. J'ai l'impression qu'on m'arrache de tout ce qui vit à l'intérieur de moi. Je suis une coquille vide et je me dis là, je vais pas pouvoir continuer à vivre. Merci d'être avec nous. Je sais que vous allez commenter cette émission, la partager, commenter en tout cas avec bienveillance, parce qu'on a des parcours de vie qu'on aime vous présenter. Et celui-ci en fait partie, parce que moi j'aime ces histoires-là. Elles sont d'abord bouleversantes au départ, et puis ensuite il y a une belle évolution, et puis la personne que nous recevons sur ces canapés est ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'elle a aussi vécu ce genre d'épreuve. Elle s'appelle Virginie Sarrazin. Bonjour Virginie. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là. Merci de me recevoir. Merci aussi d'avoir rempli soigneusement ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la fiche de production, où vous racontez une partie de votre histoire. Ça, c'est aussi un exercice qui n'est pas simple, j'imagine, parce qu'on va rechercher, repuiser des choses. C'est pas simple, mais c'est très intéressant de faire cette rétrospective de sa vie avec ce regard, avec ce recul. Donc, merci, parce que c'était un super exercice. C'est challengeant un peu, oui. hein, c'est vrai, c'est vrai. On va voir votre histoire, votre parcours de vie, je le disais. J'ai relevé une phrase, je vais juste me permettre de la lire. Écoutez cette phrase, qui résume assez bien ce que vous êtes aujourd'hui et le combat presque que vous avez mené. Vous dites « Je pense que je vais mourir, mais je décide de vivre en étant moi-même, en accueillant pleinement qui je suis, avec mes connexions subtiles, mon hypersensibilité, mon hyper-empathie, mon amour inconditionnel, et je m'engage à ne plus me conformer à ce que je crois être acceptable socialement. » Oui. Cette phrase-là, elle m'a touché. D'accord. Et quand je l'ai lue, j'ai fait « Waouh !» C'est quand même fantastique d'en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Et on sent bien qu'il y a eu de la souffrance. Vous êtes thérapeute ? Oui. Vous êtes thérapeute, et c'est pas nécessairement le chemin que vous aviez choisi ? Non. Parce que vous vous êtes orienté dans d'autres études ? Oui. C'était quoi ? Les études d'orthophonie. Ouais. Pourquoi ? Depuis toujours, je suis vraiment dans apporter quelque chose, contribuer pour le bien-être de la personne. Donc j'ai longtemps réfléchi pendant mon parcours scolaire, qu'est-ce que je pourrais bien faire Pour aider ? Pour aider, pour accompagner. Mmh. Et l'orthophonie, parce que c'est la communication, l'échange, c'est assez vaste comme champ d'action. J'ai besoin de me renouveler souvent, d'apprendre plein de choses. Donc c'est vrai que l'orthophonie, c'est du bébé, du début de sa vie jusqu'à la personne en fin de vie. On peut travailler plein de choses, la neurologie, enfin tout un tas de choses vraiment intéressantes. Et du coup, ce parcours m'a attirée parce que c'était un métier dans lequel je ne m'ennuierais pas, au-delà de contribuer pour les autres. Et c'était vraiment passionnant. Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui de l'orthophoniste que vous étiez et qui s'est transformé en thérapeute, pour le coup ? C'est dans la continuité, en fait. J'intègre vraiment dans ma pratique holistique aujourd'hui et énergétique tout ce parcours clinique, paramédical. Je structure d'ailleurs comme je structurais mes séances de rééducation. C'est important pour moi de mettre du sens sur les choses, et l'orthophoniste met du sens sur les choses. Donc vraiment, dans ma pratique actuelle, je structure ça avec cette imprégnation scientifique, clinique, avec un entretien avant, un bilan pendant le soin énergétique, un compte rendu après, une explication, des outils à mettre en place, des préconisations. Ça fait vraiment partie de moi. Je voudrais que Mo, qui réalise l'émission, nous fasse un plan sur le titre qu'on a choisi. Et le titre, c'est « Vivre en étant moi-même ». C'est la première fois que je vois écrit le fameux « moi-même » de cette manière-là. Je trouve que c'est... Alors, il y a une explication. Oui. Parce que vous n'avez pas toujours été vous-même ? Non. Je me suis beaucoup adaptée, suradaptée. Quand j'étais petite... de toute façon, je suis quelqu'un d'hypersensible, d'hyper empathique. J'ai beaucoup de ressentis, j'ai du clair ressenti. Et vous êtes une artiste ? Oui, aussi. Passionnée de musique et de chant. De chant, oui. Et c'est vrai que quand j'étais petite, tout ce qui pouvait m'envahir, m'intruser émotionnellement ou dans mon ressenti, j'absorbais sans le savoir les émotions des autres, la vibration des autres. C'était très intrusif pour moi et j'ai très vite cru que j'étais défaillante. Parce que j'avais l'impression que les autres ne réagissaient pas comme moi. Donc je me disais que j'avais un problème. Donc très tôt, j'ai caché cette partie de moi.
Et je me suis adaptée et même suradaptée pour vivre et agir autrement. Et c'est le chant et la musique vers qui vous vous tourniez Oui, c'était ma soupape. ouais, pour vous trouver ce réconfort nécessaire. En fait, quand je chante, quand je chantais à l'époque, c'était vraiment les seuls moments où je me sentais complètement alignée avec qui je suis. Alors que le reste du temps, j'étais plutôt à me trahir avec un masque, une façade, pour essayer d'être comme les autres. Et ça me demandait beaucoup d'énergie Mmh. de pas montrer que je ressentais les choses à ce point, que c'était intrusif. Parce que pour moi, à l'époque, c'était une faiblesse, une défaillance. C'était dans votre éducation? Oui, mes parents exprimaient pas trop les Mmh. choses, donc et puis même en société, que ce soit à l'école, que ce soit en société, Mmh. en général, on montre pas ce genre de choses Ouais, vous et dites: «J'ai toujours été envahi en permanence dans un mal-être profond», hein. oui. Oui, parce que tout était envahissant. Si je rencontrais quelqu'un qui n'allait pas bien, même si en façade, il montrait qu'il allait bien, moi je percevais qu'à l'intérieur, il n'allait pas bien et je devenais son état émotionnel. Donc c'était quand même très difficile pour moi. Un buvard. Oui, c'est ça, Hein, c'est l'effet buvard, c'est hein, ça. évidemment. Alors, vous dites, que vous avez et ça aussi c'est une spécificité, c'est que vous avez beaucoup somatisé. Oui. C'est-à-dire ce mal-être se traduit, à un moment donné, par une réaction corporelle. Oui. De quelle manière? Pas mal d'épisodes de maladie. Donc, petite, je faisais beaucoup de bronchite chronique parce que j'étais pas très bien, du coup, avec toute cette intrusion émotionnelle ou énergétique. Mmh. À l'adolescence, j'ai déclenché une endométriose sévère qui a été diagnostiquée à mes 30 ans. Ouais. Ça c'est fou qu'il y ait un Oui. laps de temps aussi, À l'époque, aussi c'était pas très tardif. connu. C'était pas très connu, ouais. Donc, on diagnostiquait pas facilement cette pathologie. Et on va voir à quel point cette pathologie, elle a considérablement, bouleversé votre vie. Oui, D'abord, évidemment, la maladie en elle-même, mais ensuite, oui, la suite de votre vie, c'est qui est ça. assez incroyable. Et cette adolescence dont vous parlez aussi, juste je fais une parenthèse, est-ce que vous avez fait le lien entre le chant et l'orthophonie? Oui, bien sûr, Il y a un lien, bien sûr. Puisque l'orthophonie, travaille aussi la voix. sûr. Donc c'était une manière de m'épanouir à travers ma pratique en rééducation. Mais en fait, l'orthophonie, au début, je la pratiquais de manière très, carrée, par rapport à ce que j'avais appris. Je m'autorisais pas à laisser rentrer dans mon champ thérapeutique tout ce que j'étais. Puis très rapidement, je me suis sentie limitée et coupée, de mes possibilités. Et au fur et à mesure de ma pratique et de mes années, j'ai laissé rentrer dans mon champ thérapeutique, de tout ce que j'étais. Par exemple, avec les personnes, cérébrolésées, je travaillais en musique. J'ai apporté mon piano, numérique, au cabinet. Je leur faisais travailler la mémoire en mettant des gommettes de couleur sur les touches du piano, sur des chansons qu'ils aimaient, pour que ça leur plaise, pour faire travailler justement la mémoire, procédurale, mais aussi la mémoire visuelle parce qu'ils lisaient la partition avec mes petites gommettes de couleur et c'était génial. Mmh. C'était génial parce qu'on atteignait d'autres plans aussi. La personne, elle avait le sourire, elle prenait plaisir à vivre ça donc voilà. Petit à petit, j'ai laissé rentrer une orthophonie holistique, on va dire, Mmh. C'est bien, dans ma pratique. c'est une autre approche, Tout c'est à une autre fait. façon de faire. Mais on a le sentiment, en vous écoutant quand même, que vous êtes un peu coincé dans ce carcan, Oui, universitaire que oui, vous impose le métier d'orthophoniste. oui. J'ai rencontré beaucoup de personnes en souffrance émotionnelle à travers les maladies, les pathologies, les accidents, les AVC, le handicap chez l'enfant, donc Mmh. accompagner aussi les parents. Et c'est vrai que rapidement, je me suis sentie coincée parce que j'avais tellement envie de contribuer plus que l'orthophonie. Alors, on va voir que dans votre vie, il y a aussi des étapes de vie. Et moi, j'ai lu aussi la fiche de production. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ces histoires incroyables. 15 ans, Oui, une rencontre oui, que vous considériez à l'époque comme l'amour de votre vie, oui, flamme jumelle. oui. Comment est-ce qu'on peut expliquer et déterminer ce qu'est une flamme jumelle, en tout cas ce que vous procure le ressenti, le sentiment d'avoir effectivement en face de vous une flamme jumelle? En fait, ça va plus loin que ça, c'est que je le connaissais depuis ma naissance. Je sais pas, depuis toujours, je savais que ce serait lui. Je peux pas l'expliquer. Il le savait lui? Non, Ah bon?
Donc vous avez gardé ce secret? Oui, parce qu'en fait, enfant, nos parents se côtoyaient beaucoup, donc voilà, je l'ai rencontré à ma naissance, il avait 4 ans de plus que moi et après on s'est perdu de vue. Mais de loin quand même, voilà. Et puis, lorsque j'ai eu 15 ans, on s'est, revus. Mmh. Et là, c'était de nouveau une évidence pour moi. Mais de là à dire flamme jumelle, C'était une relation, complète, c'est-à-dire sur tous les plans. Mmh. Je pouvais être moi-même déjà et puis c'était, à la fois mon homme, à la fois mon frère, à la fois mon fils, à la fois mon père, mon meilleur ami, confident, oui, tout en même temps. tout en même temps. C'était une relation, vraiment, complète sur plein Complète. de plans. Je peux pas vraiment, le décrire parce que c'est à l'intérieur qu'on ressent ça vraiment, comme une forte, vibration, symbiose, je sais pas, on n'avait pas besoin de se parler, on se comprenait. Et vous avez des flashs? Oui. Et vous avez un flash en particulier? Alors oui, allez-y, je vous laisse, Non, finir. mais c'est sur ce qui est censé lui arriver. Non, le flash dont j'ai parlé, c'est par rapport à moi. Ah, c'est par rapport à vous. Oui, Oui. oui, exact, vous avez raison. C'est que vous avez un flash où on vous parle d'un accident de moto. En fait, c'est ça, je m'apprête à monter sur la moto de mon frère. Oui. Pour rentrer et au moment où je vais pour monter sur la moto, j'ai un flash et je vois qu'on a un accident. Et je me dis, n'importe quoi. C'est ta peur, C'est mon mental. oui, voilà, c'est ton mental qui prend le dessus, et effectivement, on a un accident. En Italie, une voiture nous coupe la route. Alors moi, trauma crânien, perte de connaissance, fracture du bassin, dans un pays étranger, je suis jeune, j'ai 20 ans, très compliqué. Bon, depuis, j'écoute mon intuition. C'est ça, alors Ça on a y été est, une là, grande voilà. leçon de vie pour moi. Ben oui, j'imagine. Voilà, heureusement, j'ai Va pas bien. de séquelles, Tout va bien graves. aujourd'hui, ouais. Mais voilà, ça a été une première leçon pour moi, en Première tout cas, leçon. importante. Est-ce que la deuxième leçon, c'est cet autre accident Oui. De moto? Celui-là, je l'ai pas vu venir. Celui-là, vous l'avez pas vu venir. Il avait 26 ans, Moi, j'avais 26 ans c'est ça. Et et lui, il avait 30 ans. il avait 30 ans. Et il va se tuer en moto. Oui. Accident de moto. Mmh. Donc là, évidemment, Ah là, le ciel me tombe sur la tête. Ouais. Je meurs avec lui. J'ai l'impression qu'on m'arrache, de tout ce qui vit à l'intérieur de moi. Je suis une coquille vide et je me dis: «Là, je vais pas pouvoir continuer à vivre». vous dites, cette expérience me met face à un premier choix important, vivre vraiment ou mourir. Oui. Il n'est plus question d'entre-deux et de me débattre en survie permanente. Oui, parce que les premières années suite à son décès, c'est ce que je faisais. J'ai été un coup, je me tiens bon, un coup je me laisse aller. J'ai été, dans la survie, mais je me laissais, complètement dépérir, en fait. J'ai une grande chance, c'est d'avoir des amis extraordinaires et une famille aimante. Qui était là. Qui étaient là, qui m'ont portée à bout de bras. M'ont jamais laissée seule. Mais c'est vrai que j'oscillais entre, j'essaye de m'en sortir et en même temps, je peux pas continuer, sans cette partie, manquante, en fait. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti à l'intérieur de moi. Est-ce que l'intuition que vous avez eue, notamment sur ce flash et au travers de l'accident de moto que vous avez subi avec votre frère, est-ce que cette intuition, elle s'est pas développée après ce second accident de l'homme que vous aimiez? Après, oui, j'ai vécu un parcours, alors c'est vrai qu'enfant déjà, je vivais des choses un peu bizarres. Ah tiens, on y vient. C'est incroyable, tous ces thérapeutes qui ne veulent pas, effectivement, dire haut et fort qu'ils ont ces perceptions, Oui, soit mais médiumniques, quand je le soit... vivais, enfant, je trouvais ça bizarre. Ouais, ouais, ouais. Des choses vraiment bizarres. Je suis toute seule dans ma chambre, j'écoute la musique et puis la chaîne IFI, elle change toute seule de piste, je comprends pas, elle saute de titre, elle revient en arrière, bon. Ou les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées, je suis seule dans ma chambre, mes posters se soulèvent tous d'un coup comme s'il y avait eu un coup de vent. Ou je m'allonge le soir pour m'endormir et je sens un poids à mes pieds, comme si quelqu'un s'était assis. Enfin bon voilà, pas mal de choses comme ça, très particulières et qui me faisaient peur, qui me faisaient très, très peur. Et c'est vrai que j'ai des parents assez cartésiens, donc quand j'expliquais ça au début, Oui. bon, on me disait: «Mais non, c'est ton imagination».
Donc ça a contribué aussi au fait que je me sente un peu défaillante, au-delà de l'hypersensibilité émotionnelle et tout ça. Et j'ai complètement fermé Ces ces possibilités-là. possibilités-là, parce que ça me faisait vraiment peur. Mais quand mon compagnon est décédé, je lui ai demandé. Je lui ai dit, en fait, moi, je suis persuadée depuis toujours, pour moi, c'est une évidence que ça ne s'arrête pas là. Il n'y a pas que la vie terrestre incarnée, il y a toute l'autre partie. Il faut vraiment que tu me prouves qu'il y a autre chose après, parce que sinon, je ne pourrais pas continuer à vivre. Et effectivement, derrière, j'ai vécu pas mal d'expériences de communication avec lui. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est ce qui m'a aidée à tenir. De me dire que ça ne s'arrête pas, en fait. On continue quand même d'avoir un lien tous les deux. Aujourd'hui encore? Oui. Oui. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Alors, évidemment, il faut continuer à vivre. Oui. Est-ce qu'il vous fait comprendre qu'il faut continuer à vivre? Alors justement, les premières années, j'étais dans cette espèce de yo-yo, je tiens, je m'agrippe pour tenir, mais c'est tellement douloureux, c'est tellement une souffrance. Pour moi, la vie n'a plus de sens. Et je me laisse dépérir jusqu'à un moment donné où je me dis stop, je peux plus. C'est trop dur. Je vais venir te rejoindre. Et au moment où la pensée me traverse, l'ampoule de la lumière de ma chambre explose. Et là, vraiment, je me dis waouh. Il est en colère et il veut pas. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je me dis. Donc ça m'apaise tout de suite. Ça me ramène déjà à la raison. Et ça m'apaise tout de suite et je m'allonge sur le lit et je sens vraiment une forme d'apaisement. Comme si son énergie venait m'envelopper, m'apaiser. Et là, je me dis, il faut vraiment que tu fasses un choix. Tu peux pas vivre toute ta vie comme ça, à t'agripper à la vie, à être en mode survie. Puis quand c'est trop dur, à te laisser dépérir, à perdre 5 kilos, à plus arriver à marcher, à pas manger, à pas dormir. Malgré tout l'amour que j'avais autour de moi et le réconfort. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et là, j'ai vraiment fait ce premier choix qui a été très, très important parce que du coup, j'ai redécouvert vraiment la vie, l'énergie de vie. À m'émerveiller du rayon de soleil, de l'oiseau qui chante. De prendre conscience d'eux. Oui, d'être en pleine conscience. D'être en pleine conscience. Et de me dire, waouh. À ce moment-là, vous êtes orthophoniste ou pas? Non. Non. Vous avez commencé les études d'orthophoniste? Non. Non, pas encore. Non, et vous allez d'ailleurs, je pense, vous y reprendre à 2 fois, si je ne m'abuse, pour Alors, intégrer le concours d'orthophonie, je l'ai passé, de nombreuses fois, en fait. J'ai commencé après le bac, je ne l'ai pas eu. Ensuite, j'ai fait une licence de sciences du langage, c'était passionnant, à la fac. Je repassais à chaque fois le concours, mais je ne l'avais toujours pas. J'ai arrêté un peu, j'ai fait une pause, parce que j'avais pas raté grand-chose dans ma scolarité, donc il fallait que je fasse une petite pause. Je travaillais dans un collège pendant 4 ans, et j'ai repassé le concours. Et je l'ai réussi 10 ans après la première fois. Donc, quand je réussis le concours d'orthophonie, c'est 2 ans après son décès. Non, pardon. Moi, j'avais 26 ans. C'est 6 ans après son décès. Voilà. Vous l'interprétez comme un signe ou comme... Je me suis trompée, excusez-moi. C'est 1 an après son décès. Je suis diplômée 6 ans après. Oui, c'est ça. Donc, à 27 ans, je réussis. Oui, je me dis que là, il est temps de sortir de ma bulle de protection. Cocon, les amis sont là pour moi, la famille. Et là, il faut que je parte dans une autre ville toute seule avec ce deuil que je porte. C'est très difficile pour moi. Jusqu'à partir pour faire de l'humanitaire? Ça, c'est après. C'est après? En dernière année d'études. Mais déjà, mes études d'orthophonie, quand je suis partie, ça a été très, très difficile pour moi parce que je partais seule dans une ville où je connaissais personne. Mais ça m'a montré une fois de plus que j'avais quand même des ressources. Même si j'étais en souffrance, même si c'était difficile d'être loin des gens qui me soutenaient. J'avais quand même ces ressources pour avancer, pour faire mes études. L'humanitaire, c'était en dernière année. Mais entre-temps, mon endométriose a pris le dessus. Je me suis retrouvée en 2e année d'études alitée. Je ne pouvais plus rien faire du tout, même assumer le quotidien. Mais entre-temps, j'ai rencontré mon mari actuel, qui est extraordinaire. Ouais. Vous le décrivez très très bien, c'est très beau d'ailleurs, parce que vous dites à quel point
il a fait preuve d'une patience incroyable. Oui, il m'a accueillie pleinement avec... Avec la problématique que vous aviez, et puis les Oui. traumas que vous aviez aussi. Exactement. Ouais. Il m'a accueillie avec mon expérience de vie, avec mes souffrances, avec mes douleurs, avec le deuil. Aucune rivalité avec ce lien subtil que j'entretiens. Et d'ailleurs, pour moi, c'est deux choses totalement différentes, quoi. Je vis pleinement ma vie de couple aujourd'hui avec mon mari, et il n'y a pas d'histoire, de comparaison, de rivalité, de quoi que ce soit, ça n'a plus rien à voir. Il y a un autre plan où il y a un lien qui continue de me nourrir et de m'élever, de m'apporter plein de choses. Et cet amour inconditionnel aussi qu'on a tous les deux. La question que je me suis posée en préparant l'émission, c'était de dire, est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous l'a mis sur votre route? Certainement. Certainement, parce que notre relation, elle est aussi très forte, et elle se décline aussi sur plein de plans, et il veille énormément sur moi. Est-ce que vous avez le sentiment, si je précise un peu plus et si je vais un peu plus loin, que j'ai pas le prénom de l'homme que vous avez, enfin du jeune homme que vous avez rencontré à l'âge de 15 ans, Patrice, que Patrice vous a mis sur votre chemin, celui qui est votre mari aujourd'hui? je pense que oui. En tout cas, oui, il doit y avoir un lien, il y a bien. Oui. Je pense Oui, qu'il y a évidemment quelque chose. Et alors, là où il y a une très très belle histoire dans votre histoire, et on va arriver ensuite sur le fait que vous soyez aujourd'hui thérapeute holistique, c'est que vous avez 34 ans et vous avez, tout va bien dans votre couple. Oui. Un désir d'enfant. Oui. Voilà. Et que la maladie vous empêche d'avoir Oui, c'est ça. cet enfant d'une manière naturelle, si je puis dire. C'est ça. En fait, quand on a diagnostiqué mon endométriose à l'âge de 30 ans, j'étais en souffrance terrible, en permanence quotidienne. Je veux dire, là, je pouvais plus du tout fonctionner. C'était vraiment affreux. Et j'avais déjà un parcours assez traumatisant physiquement, de douleurs chroniques, invalidantes, et émotionnelles, parce que ça me faisait me sentir encore plus défaillante, Bien sûr, ou ça pas à la impacte, hauteur. évidemment. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte à quel point on peut s'habituer à la douleur, et à quel point on peut fonctionner avec d'atroces douleurs. Parce que j'ai quand même travaillé, j'ai quand même suivi des études, j'ai quand même fait plein de choses, donc waouh. Et on m'avait dit au début de mes études, quand j'étais avec Julien, mon mari, il faut faire un enfant maintenant, parce que plus tard, ça sera sûrement pas possible. Et là, je me dis, bah non, c'est pas possible. Je suis étudiante. Mon conjoint a quitté son job pour venir s'occuper de moi parce que j'ai fait une année mal. Il est au chômage, il faut qu'il retrouve du travail. Les conditions sont pas du tout réunies pour faire un enfant. Pas du tout le moment. Clairement. Bon, voilà. Donc du coup, nous, on a fait ce choix de ne pas faire cet enfant dans des conditions pas optimales pour l'accueillir, quitte à ne pas pouvoir en faire un. Et on était OK avec ça. Et dès le départ, on a discuté tous les deux d'adoption, de parcours, de parentalité différentes. C'est ce que vous allez faire. Et c'était juste pour tous les deux. Donc effectivement, à 34 ans, le désir d'enfant est là. On fait tout de suite des examens puisque j'ai ma pathologie. On se rend compte après les examens que finalement, aucun des deux ne peut. Ce que je trouve Aussi. assez intéressant, parce que personne ne se sent coupable Évidemment. de quoi que ce soit. Donc Évidemment. voilà. Et on était très sereins, en fait. On a accueilli tout ça avec... je sais pas, c'était simple, en fait. On s'était déjà projeté dans l'adoption depuis de nombreuses années, donc c'était pas forcément une surprise pour nous. On s'est dit qu'il y avait plein d'enfants en souffrance dans le monde qui, malheureusement, n'avaient pas pu rester avec leurs parents biologiques, qui avaient besoin de parents. Nous, on avait besoin d'un enfant. Bon, ben voilà, on s'apporte mutuellement. Et vous allez donc faire la démarche. Oui, tout à fait. Et il y a une petite fille. Oui. Voilà. Et vous dites que cette petite fille aussi, c'est assez incroyable parce qu'elle aussi, elle a des bagages. Oui. Pas simple. Non, c'est pas simple. Aujourd'hui, elle va bien? Oui. Quel âge elle a d'ailleurs? Elle a 10 ans. Elle a 10 ans, parfait. Donc vous allez adopter cette petite fille. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous former à différentes thérapies, d'abord pour lui venir en aide à elle? Alors, il y a plusieurs choses. En fait, c'est un processus. Déjà, moi, j'ai toujours été très curieuse. Je voulais tout comprendre.
J'ai toujours été convaincue qu'au-delà de notre corps physique, on était animé par une énergie que je n'arrivais pas à nommer à l'époque et plus grande que nous, en fait, plus grande que nous. Mmh. Depuis toujours, en fait, je suis intéressée par beaucoup de choses. Donc, j'ai toujours été passionnée de la vie après la mort, les plans subtils. J'ai lu des livres, je regardais des reportages. Donc, ça, c'est une première partie. Quand est arrivée l'endométriose et les souffrances, comme je suis hypersensible, je le suis aussi au niveau médicamenteux. Mmh. Je ne supportais aucun traitement. Donc là, déjà, j'ai commencé à faire des recherches par moi-même, à explorer d'autres solutions alternatives, à consulter des acupuncteurs, des médecines douces. Puis, jeune adulte, à aller voir des hypnothérapeutes, des énergéticiens, me documenter sur l'hygiène de vie, sur l'alimentation, enfin, beaucoup de choses, tout le temps, en permanence en fait. J'ai besoin de chercher, comprendre. Et dans mon histoire dans mon cursus orthophonique, j'ai appris déjà plein de choses sur la psychologie de l'enfant, sur les besoins de l'enfant. Mais quand on a accueilli notre fille, elle avait de nombreux traumatismes. Elle a vécu en institution, dans un pays étranger, où il y a eu quand même beaucoup de négligence. Parfaite, hein, beaucoup d'enfants à gérer, peu d'adultes, très compliqué. Et notre fille avait un énorme besoin de sécurité, bien sûr. Oui, d'amour, évidemment, mais aussi de sécurité. Elle avait un petit peu été livrée à elle-même dans l'institution et en fait, elle a découvert sa vie lorsqu'on l'a adoptée, enfin la vie à l'extérieur. Lorsqu'on l'a adoptée, elle n'était jamais sortie de l'orphelinat. Elle avait presque 2 ans quand on l'a adoptée et elle ne marchait pas, elle ne parlait pas. Enfin, on partait de très, très loin. Mais son prénom d'origine, c'est Perle de Lumière. Et c'est vraiment une perle de lumière parce que je suis impressionnée par sa résilience. Mais nous, dans notre parcours parental, l'amour, ça suffisait pas. Il y avait vraiment des besoins spécifiques. Tout de suite, on est allé chercher de l'aide, bien sûr, auprès de thérapeutes. Mais nous, on avait un vrai désir de l'accompagner du mieux que l'on pouvait. Donc, effectivement, j'ai fait plusieurs formations pour comprendre ce qu'elle vivait, comprendre ce qu'elle ressentait. Même parce que moi, je sentais à l'intérieur de moi sa douleur, sa souffrance, son mal-être, comme je sentais les choses avec d'autres personnes. Et j'avais besoin vraiment de trouver des solutions, des outils pour l'aider. Et c'était très intéressant, tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on a appris tous les deux, tout ce qu'on a pu mettre en place. Est-ce que c'est ça qui vous donne le switch pour devenir aujourd'hui la thérapeute holistique que vous êtes? Ça en fait partie, mais c'est pas vraiment ça. C'est qu'en fait, depuis toujours, je me dis que je peux... Enfin, c'est un élan, en fait. Ma mission de vie, mon âme, elle me dicte d'aller contribuer pour que les autres se sentent bien. Et comme depuis toujours, je sens à l'intérieur des gens comment ils se sentent, je me suis dit, j'ai ce devoir, en fait. C'était une évidence pour moi de les aider. C'est une mission. Oui, c'est ça. Je le faisais déjà dans l'orthophonie, mais je pouvais pas les aider sur un plan émotionnel, sur un plan énergétique, parce que l'énergie, ça m'a toujours passionnée aussi. J'ai consulté de nombreux thérapeutes en énergétique pour me soulager mon endométriose, pour m'aider aussi à traverser le deuil. J'ai fait une psychothérapie en EMDR, mais j'ai pas fait que ça. J'ai vraiment vu plein de thérapeutes différents. J'ai fait de l'hypnose régressive, enfin, tout un tas de choses, parce que je trouve ça aussi passionnant. Oui, bien sûr. Et en même temps, ça m'a énormément aidée dans mon parcours. Et quand on a accompagné notre fille, je suis retombée dans cette espèce de posture de sacrifice. Cette enfant, elle a besoin de moi, coûte que coûte. Même si je suis fatiguée, il faut que je tienne parce qu'elle va pas bien, là, tout de suite. Elle a besoin que je lui offre tout ce que je peux. Et je travaille en même temps. Donc, je m'oublie. Oui, je m'oublie et je m'épuise. Et un jour, mon corps me lâche. Direction les urgences. Ah oui. En 5 jours, je tombe à 37 kilos. Hypoglycémie, 7 de tension, ça va pas du tout là. J'arrive aux urgences, je suis hospitalisée. Mon tableau clinique, les examens, les analyses, c'est un peu anarchique. Ils comprennent pas trop ce qui m'arrive. Je suis hospitalisée donc. C'est très dur d'ailleurs pour ma fille, hein, ce départ brutal. Une nouvelle séparation. Exactement, c'est difficile.
Et pendant plusieurs jours, on me fait des examens, on essaie de comprendre et on comprend pas vraiment en fait ce qui se passe. Il y a pas vraiment d'explication. Et moi, je me sens vraiment au bout. C'est là où la phrase que Oui, j'évoque oui, au départ, elle vient de là. oui, Elle vient de cet oui. instant-là où vous vous posez cette question et où vous prenez cette décision. Là, en fait, je crois que je vais mourir. Je pense vraiment que je vais mourir. J'ai plus de force, je suis allongée sur ce lit d'hôpital, je peux pas me lever, je peux pas marcher. Au niveau hormonal, tout est déréglé. Il y a pas de cohérence, dans mon tableau clinique. C'est compliqué pour, la médecine, d'étiqueter, en tout cas. Et là, je sens vraiment que je pars, quoi. Ça va pas, du tout. Et je me dis: «Non». Je me dis: «Non, ça va pas être possible, en fait. J'ai plein de choses à faire». Je veux être là pour ma fille, j'ai ma vie à continuer, familiale, mais j'ai aussi, envie de contribuer comme j'ai toujours voulu le faire. Et alors ça veut dire que ce ressenti de je sens que je vais que je vais voilà, que je suis sur le départ, que je vais mourir, ça n'est qu'un ressenti physique parce que votre corps vous lâche, mais que psychologiquement et émotionnellement, vous êtes suffisamment combattante Non, je pour me dire: sens «Je me complètement lâche pas»? abattue, en fait. Il y a quand même avant cet épisode, il y a quand même une errance médicale, je fais des malaises, il y a des signaux d'alerte que je n'écoute pas. Mmh. Même si je sais que mon corps me dit: «Stop, là, il faut que tu te reposes». J'ai conscience de ça, mais je suis dans un cycle Oui, bien sûr. où j'arrive pas, en fait, à m'accorder, un espace où je m'autorise pas Mmh. à dire: «Stop, là, je suis trop fatiguée, il faudrait que je m'arrête, il faudrait que je prenne soin de moi». Je le fais en consultant mais ça suffit pas, en fait, il faudrait un vrai stop. Il y a des années d'endométriose et de souffrance avant, il y a des années de souffrance émotionnelle, par rapport au deuil. Bien Il y a sûr. tout un bagage, que j'ai vécu et un processus que j'ai vécu qui aurait nécessité à un moment donné une pause. Mmh. Mais je continue, en fait, Ouais. parce que j'ai des ressources. Mmh. Et en plus, en tant qu'hypersensible, le seuil, il est très élevé. On a tellement l'habitude, de prendre sur On nous. s'habitue. Voilà, on s'habitue et c'est très difficile de trouver sa limite, en fait. On Ce qui sent fait la que limite quand on est dans la bascule. ouais, c'est ça. Ce qui fait que le stop n'est imposé que par le corps Oui, qui ne peut plus suivre. c'est ça. En tout cas, qui vous fait bien comprendre, on en parlait dans d'autres émissions, qui vous fait bien comprendre que ça suffit, quoi. Oui. L'endométriose, quand j'ai été alitée 1 an, c'était ça aussi. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que je l'identifie aujourd'hui. C'est à un moment donné, stop et sois toi-même. Ouais, clairement. Ce que je ne m'autorisais pas à faire. Mmh. Parce que moi, je suis convaincue de la multidimension. Il y a le plan physique, il y a le plan énergétique, il y a le plan spirituel, il y a le plan émotionnel, il y a le plan mental. Et j'essayais de rentrer coûte que coûte dans cette case matérielle, en fait, cartésienne. Mmh. Mais en fait, en faisant ça, je me coupais de tous mes potentiels. Donc, j'étais en souffrance. Et mon corps me donnait des signaux jusqu'à ce moment-là. Ce moment-là. Là, le signal est suffisamment fort Oui. pour que vous preniez conscience. Ah oui, là, je me dis stop. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Moi, je suis fasciné à ce moment-là. Je me dis: «Waouh, comment on réagit? On sort de l'hôpital, on fait quoi?» Alors, je rentre chez moi quelques temps plus tard sans vraiment de solution médicale. Donc, repos forcé en arrêt maladie. Mmh. Je suis toujours très, très faible, donc là, je ne peux rien faire. Je ne peux pas m'occuper de la maison, je ne peux pas amener ma fille à l'école, même si l'école est à côté à pied. Je ne peux strictement rien faire à Tout part... est un effort surhumain. Ah oui, c'est pas possible. Mmh. Donc, c'est mon mari qui gère tout. Mmh. L'homme si formidable, Oui. Juju. Et là, en fait, je me dis... à l'hôpital, je me suis vraiment dit, là, tout de suite, stop, c'est pas possible, je peux pas partir. Mais à partir de maintenant, je m'engage à être moi. Moi, dans toutes mes dimensions. Au moment où je me dis ça, je sens un apaisement profond. Je me détends. Je sens une énergie très apaisante qui m'entoure, en fait. Comme si j'étais tout d'un coup nourrie, protégée. En tout cas, je pense qu'elle a toujours été là, mais que dans mon cycle infernal, j'en avais pas conscience. Et vraiment, là, mon âme me dit, c'est le bon choix. Tu te sens bien, tu te sens détendu, tu sens cette chaleur douce et harmonieuse t'envelopper. Mais bien sûr, Et vous dites: «Mon âme». oui. Ou mes énergies, je sais pas, il y a quelque chose qui s'équilibre. Mmh mh. Je me sens extrêmement bien. Je me dis, je vais suivre mon élan intérieur. Donc, quand je rentre à la maison, je suis en arrêt pendant presque 6 mois pour récupérer. Et là, en fait,
8h30, mon mari part avec ma fille, il la pose à l'école, il va au travail. De 8h30 à 18h, je suis sur mon canapé et je deviens boulimique de connaissances, De tout. de tout. Ah oui. J'explore, mais tout. J'explore les histoires de vie antérieure, les thérapies, toute forme de thérapie énergétique. J'écoute des musiques vibratoires. Je découvre les fréquences de guérison. Je me rends compte que je suis extrêmement sensible à ça, de par mon côté musicienne et artiste. Mhm. Donc je cherche quelles sont les fréquences de guérison qui peuvent me faire du bien. Je cherche au niveau alimentaire, comment je peux me sentir mieux. J'arrête le gluten, j'arrête le lactose, parce qu'en fait, ça faisait que empirer mes inflammations chroniques d'endométriose. Mhm. Voilà, je vais vraiment sur tous les Un plans reset complets. total. Et je regarde des pratiques que tout le monde connaît aujourd'hui, mais la cohérence cardiaque, la respiration, la méditation, la pleine conscience. Je regarde des conférences, je lis des livres, et en parallèle de ça, je reprends de l'énergie et je vais de mieux en mieux. Donc vous sentez qu'il y a Oui. une belle progression Oui. qui se fait? Et en même temps, toute la journée, comme je ne suis pas capable de gérer le quotidien, même classique, faire une lessive ou autre, j'ai l'espace, j'ai rien d'autre à faire Ouais. que de me documenter, d'explorer, de chercher, de m'occuper de moi. Et ensuite, quand je vais mieux, un peu mieux, mais je ne peux pas reprendre le travail, j'explore toutes ces thérapies. Je deviens patiente, je vais consulter des thérapeutes. Expérimenter. Ouais, exactement. Et à chaque fois, j'ouvre une porte, qui en ouvre 10. Et chaque porte en ouvre 10 autres. Et je trouve ça passionnant, mais en même temps, ce processus, il me permet de me connaître, d'aller chercher tout au fond là, de mes croyances, sous les couches de croyances, de conditionnement, de peur, de blocage, tout ce que je me suis aussi imposé à moi-même par peur d'être rejetée. Qu'est-ce qui vibre en fait tout au fond? Qui je suis vraiment? Et tous ces schémas-là qui Voilà, c'est quoi ma viennent lumière engorger le intérieure? système. Mhm. Parce qu'au final, je savais même plus qui j'étais. Il y avait une perte totale de sens à force de me suradapter en permanence. Là, ça m'a vraiment permis de me recentrer, de lâcher de réparer des blessures, tout ce processus thérapeutique. Et en même temps, j'étais tellement passionnée par tout ce que je découvrais que j'ai enclenché des formations. Pour devenir ce que Alors, vous êtes au aujourd'hui. départ, pour moi-même Oui, bien sûr. et mes proches. Puis plus j'avançais, plus je me disais, mais non, c'est une évidence en fait. Vous l'avez expérimenté sur Julien? Oui. Sur les amis, sur Julien, Sur tout le monde, ma oui, fille. évidemment. Sur votre fille, Bien sûr. évidemment. Elle me demande, elle sait. Et du coup, votre fille s'est apaisée Oui. face à tout ce qu'elle a vécu Oui. et tous les traumas qu'elle avait? Ouais. Oui, oui, oui. On est vraiment en cohérence. On a fait le choix de changer de structure scolaire pour aller sur une pédagogie alternative qui lui correspond mieux. Mhm. Elle est en école Montessori. Mhm. Et en fait, du coup, c'était vraiment son besoin d'apprendre à travers l'expérimentation, de toucher, de manipuler, d'être au niveau sensoriel stimulé. Mhm. Et c'est vrai que dans ce type de structure, chaque enfant a son propre plan de développement. Donc il n'y a pas de comparaison possible. Chaque enfant avance à son rythme et c'est ce dont elle a besoin. Mhm. Elle est accueillie comme elle est. Il n'y a pas de comparaison et ça lui permet d'être elle-même. Super. À partir de là, on se dit quoi? On se dit, Virginie, on se dit ce qui est valable pour moi et ce qui marche sur moi et ce qui marche sur mes proches doit marcher chez d'autres, pour d'autres. Pour moi, c'était une évidence. Ça m'a tellement fait de bien. Je me suis dit, je ne peux pas rester dans mon coin avec ça. Il faut que je propose ça aux personnes à qui ça parle, Bien sûr. et que je contribue à les aider à se sentir libérés, réconciliés avec leur élan intérieur, leur énergie, leurs valeurs. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société où on a l'impression qu'il y a plein de cases, où on doit faire ci, on doit faire ça. On fait un choix, on renonce à tout le reste. Mais pourquoi, en fait, au final? On pourrait choisir plein de choses. Pourquoi on ne s'autoriserait pas à le faire? Bon, pour tout un tas de raisons. Croyances, conditionnements, ce que vous voulez. Mais pourquoi on ne se donnerait pas le droit de lâcher ça et d'être vraiment qui on est? Mais c'est difficile de trouver vraiment qui on est. En tout cas, il faut un accompagnement pour ça. Voilà. Vraiment. Il faut déjà identifier qu'est-ce qui empêche d'être qui on est vraiment. Moi, vraiment, mon processus de vie, que je vis vraiment ou que j'identifie vraiment comme un processus initiatique, c'est qu'en fait,
les épisodes de maladie, les épisodes de stop, tous ces moments de souffrance ou de mal-être émotionnel intense, c'est parce que je ne m'autorisais pas à être qui je suis et à force de me suradapter, j'ai perdu le sens. J'ai même perdu la notion de qui j'étais. J'étais toujours la bonne personne pour la personne en face, Mmh. à m'adapter à ses attentes, à ses besoins. Et c'était OK, c'était comme ça que je croyais que je pouvais aider l'autre. Mais en fait, je me rejetais moi-même, je ne m'aimais pas, Vous vous mentez à vous-même. Exactement. Et vraiment, en faisant le switch à l'hôpital, là, j'ai dit: «Stop!» J'ai vraiment pris conscience de ça. Regarde où ça t'a mené, en fait, de ne pas, t'accueillir pleinement. Mmh. Au final, aujourd'hui, mon hypersensibilité, mon hyperempathie, les émotions intenses, qu'elles soient, positives, enfin, agréables ou désagréables, je Mmh. les accueille pleinement et pour moi, l'hypersensibilité, c'est une vraie force. Mmh. C'est plus du tout une faiblesse, c'est plus du tout une défaillance. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que, on pourrait presque généraliser votre discours qui consisterait à dire que toutes les maladies, toutes les personnes qui somatisent sont des personnes qui n'ont pas réussi à être dans ce moi-même que vous exprimez là? Ce qui est certain, c'est que quand il y a pas, d'identification médicale, au départ, d'un mal-être, de quelque chose de récurrent, de chronique, qui s'amplifie avec le temps et qui, à long terme, peut déclencher une pathologie, c'est qu'il y a forcément une distorsion quelque part. Mmh. Quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas identifié et le corps vient nous donner un message. Et on n'a pas l'habitude d'écouter notre corps. On a l'habitude de venir faire taire le symptôme pour pas souffrir, mais il y a une cause quelque part qui déclenche ça. Faut aller chercher ça. Oui, Faut remonter à la source, comme on dit, exactement. de la problématique. Est-ce que ce travail que vous avez engagé, qui n'est jamais terminé en fait, Non, c'est un travail qui est non, de oui. longue haleine comme ça, est-ce qu'il a des dommages collatéraux sur votre entourage? Est-ce que vous avez dû prendre des décisions qui ont fait qu'à un moment donné, bah, vous dites ça non, ça non, ça oui, ça non? Alors j'ai, effectivement, il y a pas eu de problème au niveau relationnel, j'ai pas forcément perdu de relation. Mais par contre, avant, je ne m'autorisais pas à dire non. Maintenant, oui. Donc bien sûr, certaines personnes autour de moi qui ont jamais eu l'habitude que je m'impose, que je Ouais, pose ouais. une limite, Ils ont trouvé une autre Virginie là, oui, pour le voilà, coup, au ils début, ont dit: c'était «Waouh!» peut-être un petit peu compliqué, puis, Bah oui. enfin, je suis quand même quelqu'un de très, conciliant et j'ai une manière de dire les choses, Ouais, voilà, c'est avec pédagogie. voilà, Voilà. exactement. Alors aujourd'hui, donc vous avez une expertise, vous êtes, je rappelle, thérapeute holistique. L'âme agit pour soi-même, Oui, hein, avec le même tel oui. qu'on l'écrit, de cette manière-là. Je trouve que c'est bien, vous avez déposé tout ça, c'est bien dit. Quel accompagnement vous proposez, aujourd'hui? Vous êtes plus du tout, Non, orthophoniste? non, Vous avez décroché là-dessus? non, non, oui, j'ai arrêté, au moment de la crise covid. OK. Donc aujourd'hui, soins énergétiques, des séances et alors à chaque fois vous allez trouver des noms Oui. spécifiques pour votre accompagnement, expliquez-nous? Alors, je propose d'abord des soins énergétiques, mais concernant les noms, effectivement, je crée par exemple, ce que j'appelle moi des méditasoins. Méditasoins, Voilà, ouais, exact. petit jeu de mots entre Mmh. méditation et le soin. Puisque je mélange, une guidance, un texte bien particulier que je réfléchis en amont bien sûr, mais des musiques vibratoires Mmh. avec une fréquence particulière selon le besoin et un soin énergétique à distance. Donc ça, c'est des audios qu'on peut écouter, que je crée. Ça, c'est mon côté, créatif, au niveau musical et tout ça. On Je crée retrouve pas la musique, sur mais votre site, ouais. ouais, voilà. Donc méditasoin. Je propose des séances transformasoin Ouais, c'est celui-là que j'ai vu aussi, Transforme à soin, exact. et là, je suis en train de travailler sur un parcours d'accompagnement complet, qui rejoint toutes les pratiques que je fais pour l'instant comme ça, à la séance, qui s'appelle Révéla soin. L'idée étant de vraiment révéler, qui on est, sa lumière intérieure. Mmh. Voilà, avec différentes étapes. Donc la première étape, libéra soin, identifier et se libérer de ses blocages, de ses freins. Répara soin, ça va être plus, aller contacter ses blessures émotionnelles, ses blessures profondes et se réparer à travers tout un tas de pratiques. Et intégra soin pour pouvoir vraiment réintégrer, sa lumière intérieure. Mmh. Après, je fonctionne sur une voie d'entrée énergétique. C'est très important pour moi. Quand j'accueille quelqu'un qui a un besoin, d'accompagnement,
On commence toujours par un soin énergétique. Alors là, c'est très structuré, hein. C'est très imprégné de mon parcours clinique, paramédical. Il y a un entretien, une anamnèse, puis la personne s'allonge sur la table. Pour moi, c'est très important. Avec mon clair ressenti, je fais un bilan vibratoire au niveau énergétique de ses corps subtils, de ses chakras. Je perçois les déséquilibres. Bien sûr, pendant le soin, les énergies sont là pour contribuer à un retour à l'équilibre. La personne, elle est plutôt en mode réception. Elle se détend, elle se laisse aller et elle profite pleinement du soin. Que j'accompagne de musique vibratoire aussi. Évidemment. Adapté. Voilà. Après le soin, je fais vraiment un compte-rendu à la personne. Je lui explique tout ce qui a été identifié, tout ce qui s'est manifesté. Qu'est-ce que ça peut déclencher chez elle comme état intérieur, les déséquilibres? Une insécurité, un mental envahissant, une perte d'ancrage qui fait qu'elle est toujours dans son mental et que son énergie ne peut pas circuler librement. Et si elle ne peut pas circuler librement, si elle n'est pas dans sa sécurité, dans sa base, ça va être très compliqué pour elle de rentrer dans un parcours de mise en action. Donc vraiment, cette première partie, elle est très importante pour moi pour pouvoir établir un bilan, voir où en est la personne, mais aussi pour la personne pour qu'elle récupère des ressources, qu'elle se sente apaisée, qu'elle se sente avec plus de vitalité physique, mais aussi dans un équilibre de ses énergies. Et dans un deuxième temps, on va faire les séances transforma soins, où là, par rapport à ce qui ressort sur les soins énergétiques, on va aller vraiment creuser quel est le blocage, quelle est la croyance, quel est le conditionnement, déjà identifier ensemble. Et ensuite, je vais lui proposer tout un tas d'outils. Là, je vais vraiment m'adapter à ce qui vibre pour la personne. Du coup, parce que j'ai fait beaucoup de formations complémentaires aux soins énergétiques et à la thérapie holistique. Donc, si c'est quelqu'un qui n'a pas de temps, qui est chef d'entreprise, qui est toujours en train de courir, je ne vais pas lui dire de faire 3 pratiques de méditation par jour, ça ne va pas être possible. Mais par contre, je vais lui conseiller de la lithothérapie. Ou 5 minutes de cohérence cardiaque 3 fois par jour, ce genre de choses. Je m'adapte vraiment au potentiel, enfin, à l'espace-temps qu'a la personne dans son quotidien pour que ça puisse fonctionner, parce que si elle ne peut pas le mettre en place, ça va servir à rien. Oui, et puis il y a aussi à sa faculté d'accueillir ce que vous dites. Oui. Alors, tout le monde n'est pas en phase avec nécessairement ce que... Alors c'est vrai que quand je propose le soin énergétique, je demande toujours à la personne si elle connaît un petit peu l'énergie, parce que c'est pas toujours le cas. Et j'explique à la personne déjà qu'est-ce que c'est l'énergie, comment ça fonctionne, que l'énergie et la matérialité du corps physique et physiologique, organique, hormonal, tout ce que vous voulez, c'est complémentaire. L'un ne va pas sans l'autre. Donc on a toujours besoin de thérapies complémentaires. Bien sûr. Le médical pour venir traiter quelque chose au niveau physique, mais si on a un problème physique médical, il va y avoir un impact dans l'énergie. Et comme on disait tout à l'heure, si sur le long terme, il y a un problème énergétique ou émotionnel, il y aura un problème aussi à un moment donné physique. Donc j'explique cette interdépendance et j'explique assez rapidement les corps subtils, les chakras. Chaque chakra est en lien avec un état d'être, mais aussi des organes. Voilà. Ceci dit, une personne qui vient voir une thérapeute holistique, en général, est ouverte à ça. Oui, des fois, j'ai des gens qui viennent pour expérimenter. Ah oui, d'accord. Des curieux. Oui, curieux. Ils disent, tiens, je viens voir et on va voir. Okay. Oui. Et après, dans les séances transforma soins, on avance ensemble et au-delà de la pratique thérapeutique, c'est très important pour moi d'expliquer aux personnes pourquoi on fait ça, à quoi ça sert, quel est l'impact. Donc, il y a aussi une forme d'enseignement que j'intègre dans la pratique. Parce que mon objectif, c'est que la personne, à terme, soit autonome. Oui. Voilà, l'objectif, vraiment... Pas rester dépendant du thérapeute. C'est acquérir des outils à mesure qu'on avance dans le processus pour qu'à terme, elle identifie tout de suite son fonctionnement. Moi, par exemple, mon fonctionnement en tant qu'hypersensible, dès qu'il y avait une émotion trop forte, je partais. Je me désancrais complètement. Tout partait dans le mental. J'étais plus du tout reliée à mes énergies. J'ai appris à travers la thérapie que c'était mon fonctionnement. Donc, je sais quels sont mes outils pour me rattraper tout de suite. C'est ça, parce que j'allais dire, en tant que thérapeute, vous êtes un buvard aussi. Donc, les émotions, vous devez les avoir quand vous êtes face effectivement à quelqu'un qui vous raconte un parcours de vie peut-être similaire au vôtre. Alors, pas forcément, parce que j'ai tout mon parcours clinique antérieur en tant qu'orthophoniste qui m'a permis de trouver la juste posture thérapeute-patient.
qui me permettait d'être toujours dans ma bienveillance, ma sécurité, mon accompagnement, tout en me protégeant. D'accord. Avec vraiment ce recul, j'accueille, mais c'est pas intrusif. Mmh. Et dans mes pratiques énergétiques, j'ai des pratiques moi aussi pour éviter de me faire intruser par une émotion, quelque chose. Même si ça vient me contacter, je vais arriver à le gérer. Est-ce que vous faites partie, je pose la question à chaque fois, de ces personnes, de ces thérapeutes qui parlent d'intuition plus, et pas nécessairement de médiumnité ou de capacité extrasensorielle pas. Est-ce qu'on est vraiment obligé de mettre une étiquette? Je ne sais pas. Non, mais c'est toujours intéressant Oui. de... Je me dirais Je pas le dis à chaque médium. fois, ça. Je me perçois pas comme une médium. Non. Mais parfois, j'ai le sentiment que les thérapeutes disent je ne me perçois pas comme une médium pour ne pas décrédibiliser parfois. Non, enfin, médium au sens où votre approche. moi, je l'entends médium, avoir vraiment des ressentis sur ce qui n'est pas encore là, sur le futur, ce genre Ouais, de choses. C'est pas comme ça que je perçois les choses. Par contre, c'est vrai que j'ai un clair ressenti assez développé, mais qui est, je pense, en lien avec mon hypersensibilité aussi. Où là, oui, pendant le soin énergétique, je vais pouvoir percevoir des choses, donner des informations à la personne, mais à l'instant T. Après, j'accueille pleinement mon hypersensibilité, mon hyperempathie et tous ces ressentis. Et à force de pratiquer, on les développe. Mais je pense que tout le monde peut avoir ces aptitudes-là, en étant complètement relié à son énergie vitale, sa lumière intérieure, son âme, comme vous voulez l'appeler, peu importe. En tout cas, ce qui vibre à l'intérieur. On sent que vous êtes une femme transformée quand même. Je ne vous ai pas connue à la période si délicate de votre parcours de vie, mais on sent que vous avez l'air aujourd'hui raccord, quoi. Oui, je suis pleinement à ma place. Jusqu'à maintenant, jusqu'au changement, je ne l'étais pas. Je me sentais pas à ma place, j'avais du mal. D'ailleurs, très tôt, petite, je me disais, je suis une extraterrestre, pourquoi j'ai atterri là, c'est bizarre, je comprends pas ce monde. Qui, pour des parents, doit être hyper déroutant. Je leur disais pas. On souffre en silence. C'est ça, je gardais. J'avais ma façade. Mais intérieurement, je me disais, je comprends pas ce monde-là dans lequel j'évolue, c'est... Voilà. D'où cette histoire, c'est moi qui ai un problème en fait. Oui, c'est ça. Oui. Je suis le problème, c'est clair, oui, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, je suis pleinement à ma place. Ouais. Je suis ravie de pratiquer comme je le pratique, je suis ravie d'accueillir les gens. Waouh! J'aime parfois demander aux thérapeutes qu'on reçoit sur ces canapés, vous savez, quand on va sur les réseaux sociaux, vous avez parfois des gens qui postent des photos d'un avant-après. Oui. C'est-à-dire, il y a des gens qui achètent un bien qui est une ruine, donc ils mettent la photo, ils font les travaux et ils mettent après le après. Est-ce que vous avez, vous, un accompagnement que vous avez pu faire qui vous a profondément marqué de quelqu'un au sein de votre clientèle, patientèle, peu importe, et qui avec un avant-après où vous vous dites waouh, c'est pas la même personne. Oui, j'ai suivi quelqu'un qui avait un souci de dépendance affective et qui vivait une relation toxique très douloureuse. Et cette personne s'était complètement laissée. Oubliée, délaissée. Et elle cherchait dans cette relation à se nourrir en fait d'un amour qu'elle ne s'offrait pas à elle-même. Et elle était en souffrance et c'était une relation de couple où ils étaient ensemble, puis ils se séparaient, puis ils étaient ensemble, puis ils se séparaient. Donc elle a vécu beaucoup de fois des abandons comme ça. Et c'était vraiment une extrême souffrance. Et elle était au niveau relationnel dans cette recherche perpétuelle d'amour qui faisait qu'elle se trahissait en permanence et c'était vraiment très douloureux pour elle. Alors bien sûr, le switch, il se fait pas en une séance. Bien On sûr. est bien d'accord. Donc j'ai suivi cette personne pendant presque 18 mois. Ouais. Et là, très récemment, on a fait une séance et elle était complètement transformée. C'est-à-dire que elle a eu besoin de ce temps pour avancer à son rythme, étape par étape, identifier des choses, apprendre aussi parce qu'elle n'avait pas trop de notions de l'énergétique, de comment se gérer. Et puis c'est quelqu'un d'hypersensible qui vivait ça aussi comme une faiblesse. Donc elle s'est réconciliée avec son hypersensibilité. C'était déjà une première étape pour s'accueillir. Et petit à petit, elle s'est réconciliée avec elle-même. Elle s'est accueillie telle qu'elle était. Et à mesure qu'elle s'accueillait telle qu'elle était, elle était de moins en moins en recherche
de validation à l'extérieur, Bien sûr. d'amour extérieur, puisqu'elle commençait à comprendre et à ressentir, ah oui, là, en fait, en m'accueillant, en m'autorisant, je me donne de l'amour. Avec une paix intérieure qui Exactement. s'installe. Donc, elle a vécu ce processus pendant 18 mois. Et là, aujourd'hui, elle me dit, waouh, je suis libérée. Je suis vraiment moi. Je me sens tellement bien, en fait. Ah, super. Et elle n'est plus dans ce système de dépendance relationnelle. Hmm. Donc voilà, c'est un exemple. C'est un exemple, oui, oui, non, mais c'est passionnant de voir effectivement ce cheminement, même si on peut se dire, ah, c'est long, le processus c'est est long. D'autant plus qu'il ne faut pas... Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'impatience. D'ailleurs, c'était le cas de cette personne. Elle était impatiente, elle avait soif d'apprendre et, oui. d'avancer et de se sentir mieux et d'être heureuse, évidemment. Mais il y a quand même un temps d'intégration. On ne peut pas aller trop vite. Si on va trop vite, bien sûr, c'est passionnant d'apprendre plein de choses et d'avancer, mais on peut vite aussi repartir en arrière ou rechuter. Alors que si on fait vraiment chaque étape pour les intégrer pleinement, s'observer aussi dans son quotidien. Ah tiens, là, je ne fonctionne plus pareil. C'est déjà une première étape. C'est un processus qui demande beaucoup de patience, mais ça vaut la peine. Ouais, c'est un vrai travail. Hein. Ouais. Un vrai travail. En tout cas, c'est passionnant. L'âme agit pour soi-même. Regardez de quelle manière, effectivement, on écrit le même, qui est importante avec Virginie Sarrazin. On va vous mettre autour de cette vidéo l'intégralité des liens pour rentrer en contact. On peut travailler en visio. Oui. Hein, parce que je sais que vous êtes dans le sud-ouest, dans le sud-est. Non, je suis dans le Gard. Dans le Gard. Dans le Gard, oui. À côté de Nîmes. Oui, c'est ça. Si je ne m'abuse, voilà, c'est ça. Donc la visio, bien entendu, on est en 2024, on travaille comme ça. Vous continuez à faire du piano et à chanter? Oui. Oui. Avec la petite aussi? Oui. Ben oui, bon. Maman fait du piano et la petite fait du Julien, piano. il est guitariste aussi, donc c'est la musique qui nous a rapprochés au départ quand on s'est rencontrés. C'est vrai? Ouais. Ça, c'est classe. Donc les petites sessions à la maison, c'est vrai qu'on fait moins de musique qu'avant parce que quand on a un enfant et une vie bien remplie, on a moins d'espace. Mais voilà, ça nous arrive. D'ailleurs, pendant le confinement, on s'est amusés tous les trois à faire nos chansons du dimanche pour égayer un peu l'ambiance du moment. Voilà, c'était chouette. Ça, c'est génial. Et chanter avec la petite au milieu comme ça c'est fabuleux. Bon, puis alors les gars qui jouent de la guitare, c'est un peu la classe. Donc, non, mais c'est vrai, c'est d'une séduction absolue. Enfin, même un pianiste, ceci dit. Bon, voilà. Bon, vous êtes alignée. Oui. Vous êtes heureuse. Oui. Vous êtes une maman comblée. Oui. Parfait. Je vous souhaite bien évidemment, et on vous souhaite tout le bonheur du monde, que tout cela continue. Merci pour votre approche, pour ce que vous faites aussi auprès de ceux et celles qui en ont besoin. On a bien, je trouve fascinant d'avoir le courage aussi de raconter son histoire, parce que c'est un exercice. Hein. Oui, c'est un exercice, mais en même temps, en tout cas, je vous remercie parce que moi, quand j'ai fait la fiche de production, pour moi, c'était vraiment le regard avec qui je suis aujourd'hui. Ouais. Ce regard, c'était une clarté pour moi de regarder mon parcours de vie et de me dire, c'était vraiment un processus initiatique. Ouais, on sent le cheminement, hein, on sent. Et vous vous dites parfois, pour finir, vous vous dites ah oui, quand même, j'ai fait ça. Comme je l'ai vécu de l'intérieur, non, je me dis pas forcément ça. Mais en l'écrivant, on se rend compte de ça. Mais en l'écrivant, je me dis, j'ai surtout pris conscience des cadeaux cachés dans les épreuves, de ce que ça m'a apporté pour être qui je suis aujourd'hui. Et je me suis surtout dit, si j'avais pas vécu tout ça, je ne serais pas qui je suis. Évidemment. Et c'est à travers ces épreuves-là que j'ai découvert des choses, que j'ai intégré des choses, que j'ai changé des choses. Donc, gratitude, même si ça a été douloureux. Ça a réussi, ça a marché. Oui. Bravo en tout cas. Vous faites une bise à la petite Perle. Alors, oui. Ça, c'est son prénom d'origine, dans la langue d'origine, c'était Perle de... Ça voulait dire, traduit en français, Perle de lumière. Perle de lumière. C'est vraiment une lumière. Oui, évidemment. Merci Virginie. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci infiniment. Autour de la vidéo, tous les liens pour entrer en contact avec Virginie, vous commentez avec bienveillance comme toujours et vous partagez. Prochaine rencontre, très vite. Salut.